Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Comment comprendre les liens entre handicap et violence dans le couple ? Pour saisir l'ampleur du sujet, il faut savoir qu'en Suisse, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques, sensoriels, cognitifs, neurodéveloppementaux, psychiques ou propres à une maladie rare, sont nombreuses. Elles représentent 1,9 million de personnes, soit près de 22% de la population, selon l'Office fédéral de la statistique. Invisibilisées, elles vivent les mêmes types de violences dans le couple que des personnes sans handicap. Il y a les coups, les insultes, les agressions sexuelles ou encore la manipulation. Mais leurs vécus s'inscrivent aussi dans des contextes particuliers qui les vulnérabilisent. Situations de dépendance, exclusion sociale, hiérarchie validiste, paternalisme médical ou encore manque d'accessibilité aux informations, aux représentations ou aux aides. En découlent aussi des violences spécifiques comme la discréditation, mais aussi les violences par le soin ou l'absence de soins qui peuvent s'exercer en institution comme à domicile. Quant aux femmes en situation de handicap, l'Organisation des Nations Unies affirme qu'elles ont 2 à 3 fois plus de risques de vivre des violences que des femmes sans handicap déclaré. Mais alors, comment construire des relations saines dans une société qui marginalise ? Comment trouver des aides adaptées ? Dans cet épisode, les témoignages de Charlotte, Roxane et Stéphanie sont ponctués par les apports de Djada Bezomi, fondatrice de l'association New Ability basée au Tessin, elle-même atteinte d'une maladie rare, formée en psychologie du sport et spécialiste de l'inclusion. Si on parle de violences institutionnelles, c'est déjà compliqué. Si on parle de violences des couples où il y a une personne ou 2 personnes qui ont un handicap, c'est encore différent, c'est encore plus spécifique. Et c'est compliqué parce que souvent, ce n'est pas des violences tout court, mais c'est des violences psychologiques, des pouvoirs. Donc, nous, on va soutenir et on va informer, on va accompagner. Je suis née avec une maladie congénitale. Pour expliquer brièvement, c'est que je suis née avec la colonne vertébrale ouverte. Et il a fallu m'opérer très rapidement. Des nerfs ont été touchés. Et chez moi, c'est les nerfs qui gèrent la vessie, les intestins et un petit peu la marche. Donc j'étais totalement incontinente. Et j'ai été pas mal de fois hospitalisée. Ça restait quelque chose d'assez hyper tabou. Mais pendant longtemps, je me suis battue pour qu'on mette des poches, des stomies, pour que ça aide à gérer cette incontinence qui rendait la vie sociale impossible. Et une difficulté à se construire aussi, à s'imaginer une vie intime, une vie amoureuse, une vie même amicale. Je me suis dit que j'aurais jamais de vie intime avec le corps. J'avais jamais vu des représentations de gens comme moi, et encore moins dans des relations amoureuses, on va dire. La vie m'a montré que c'était faux. J'ai toujours eu l'impression, même quand j'avais des relations amoureuses, que des personnes s'intéressaient à moi, j'avais de la peine à y croire. Comme si les gens me faisaient un cadeau en m'aimant. J'allais devoir être plus parfaite sur tous les autres points parce que j'avais déjà utilisé tous mes jokers en quelque sorte et que je devais être reconnaissante d'avoir le droit de vivre ça. Et je pense que c'est quelque chose qui me venait de ce que j'avais pu entendre, de peur, de construction aussi de la société, de la maladie. En fait, elle peut pas être attirante, elle peut pas être séduisante et que ça prend tellement de place. Il y a plus de place pour une identité et c'est juste être une maladie. L'identité, c'est déjà compliqué normalement. Quand on a une problématique en plus qui peut être un handicap, une maladie, à n'importe quel âge, ça devient un obstacle pas toujours simple à surpasser tout seul. Une société vraiment inclusive, accessible et d'égalité, c'est une société qui ne met pas des étiquettes. Tu es une personne avec des habilités, des capacités, des comportements, mais tu es une personne avant tout. Mais on est encore très loin de ça. Parler de valides et non valides, c'est déjà quelque chose vraiment d'un stéréotype très jugeant qui ne permet pas à la personne d'être à l'égalité des autres. C'est une discrimination. Mais déjà, le nom bourreau, invalidité, c'est discriminant. On m'a dit pour les troubles du comportement alimentaire, t'as qu'à manger, ça ira mieux.
Oui, bah, c'est sûr, ok, merci, je j'avais pas pensé. C'est une maladie comme une autre, tout comme la dépression est une maladie, tout comme la bipolarité est une maladie. Il y a une méconnaissance de la société sur les questions du handicap invisible. Bien souvent, hein, on pense handicap, on ne pense pas santé mentale. J'ai rencontré mon ex-mari vraiment à la sortie de ma dernière hospitalisation. Et cette dépression-là m'a fait perdre mon travail, m'a fait perdre mon copain, tout ce que j'avais pu reconstruire à l'issue de plusieurs années d'hospitalisation et d'aller-retour en psychiatrie, j'ai tout reperdu de nouveau. Les allers-retours à l'hôpital induisent une incapacité de travail ou une incapacité à suivre un parcours scolaire classique. Ça a été mon cas. Vous ne pouvez pas et sauver votre vie et être productif. J'étais en attente d'une rente AI et elle tardait à venir. Et puis là, je tombais sur une personne très intéressée finalement et qui me disait vouloir m'aimer. Il venait amener un espoir d'une vie normale. Un appartement, une famille, un mariage, des projets, voilà, il promettait beaucoup de choses. Puis il jouait sur la corde sensible, tu risques de me perdre, ah voilà, il faut aller vite, il faut, etc., etc. Et en même temps, c'est de la pression, c'est de la manipulation psychologique, affective, on joue sur vos sentiments. L'asymétrie, il va créer souvent des violences psychologiques, des violences aussi financières. Souvent, la personne qui a un handicap, il a pas un travail ou il n'a pas de soutien. Et donc, oui, cette hiérarchie, il crée beaucoup de victimes. C'est arrivé à un moment donné où je vivais en coloc. Ça, c'était un peu le rêve de la petite fille qui avait tellement souffert de solitude. Tout d'un coup, j'avais un groupe d'amis et j'avais vraiment aussi une forme de reconnaissance et des professeurs et à l'Uni, quoi. J'étais vraiment hyper bien, pleine d'envie et pleine de joie. Et j'ai rencontré cette personne. J'avais l'impression que c'était facile d'avoir 15 discussions en même temps et on se perdait pas. J'étais fascinée, en fait. Et c'était vraiment un moment où la santé, ça allait mieux. Et en fait, je me suis jamais sentie autant malade et autant un poids que dans cette relation. Ça me renvoyait vraiment, par plusieurs biais, au fait que j'étais une personne en situation de handicap. Je parle de combien ça allait bien parce qu'il y a eu un avant et un après cette rencontre. J'avais plus confiance à l'époque et je me posais moins de questions sur ce que je disais, si je le disais bien, si je faisais juste les choses. J'avais moins toute cette anxiété-là. La personne avec handicap, souvent, il est limité pendant toute la vie dans les décisions de sa vie. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait la décision pour elle. Il y avait quelqu'un d'autre qui décidait ce qui c'était bien ou pas. Donc, il n'avait pas vraiment la possibilité de développer l'habilité à choisir pour sa vie. On a toujours eu besoin de l'autre, qui c'est normal, qui aussi dans la relation, on peut dire, c'est mal dit, mais je me trouve inférieure à l'autre. On a vraiment une asymétrie souvent dans le rapport. Et c'est là, je pense, le problème de beaucoup de personnes avec handicap qui ne va pas comprendre qu'on peut construire une relation saine dans un couple. Souvent, je ne sais pas, on est en relation et toi, tu as besoin de moi pour faire quelque chose. Moi, je suis fâchée avec toi, donc je ne fais pas. Et donc, tu restes, par exemple, sans manger, ou sans te doucher, ou sans quelqu'un qui te prend soin de toi parce que, voilà, on a discuté, donc j'ai le pouvoir de faire une punition. Je te laisse là. Par exemple, cette femme c'était un handicap physique, elle avait besoin de l'aide pour faire la douche. Et le mari, il la traitait très mal quand elle était fâchée avec elle. Donc, il faisait la douche en lui faisant mal. Mais là aussi, c'est en violence. Parce que du moment que tu dois prendre soin d'une personne, tu dois le faire quand même avec le respect. Autrement, ça devient quand même un abus de pouvoir. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, il le vivait vraiment comme un poids et me faisait sentir que ça lui coûtait sur sa vie, ça lui coûtait sur sa formation. Il a raté des examens et il me rendait responsable de cet échec. Ou en tout cas, mes hospitalisations étaient responsables de cet échec. Et il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des personnes de sa famille qui me culpabilisaient. Sur le moment, j'avais pas conscience déjà que c'était de la violence. L'endroit où ça a été d'abord plus facile de reconnaître de la violence, c'était quand il était fâché ou en colère, il jetait des objets. Il m'en rendait responsable, il disait, même en me disant, regarde ce que tu as fait. En montrant les débris par terre, c'est de l'intimidation. Ça fait voler
en éclate toute la sécurité. Parce que chaque fois que je parlais, j'avais peur. J'avais plus la possibilité de parler parce que quoi que je dise, ça allait être tordu d'une manière qui allait être violente contre lui. C'était lui qui décidait ce que les mots voulaient dire, qui décidait pourquoi je disais les mots. Et ça, en fait, ça rend plus possible toute communication. Je me suis posé plein de questions, comment je pouvais faire pour que ça n'arrive plus, comme si c'était à moi de faire en sorte que ça n'arrive plus, mais qu'il n'y a que moi qui pouvais faire faux parce que lui, quelque part, il était parfait et moi, j'étais la personne malade, imparfaite. Tout ce que je devais faire, c'était essayer de m'améliorer sans cesse. Sur le moment, je pensais que c'était le sentiment amoureux, mais je pense qu'avec le temps, je me dis qu'en fait, c'était beaucoup de peur. C'est un peu comme pour les troubles psychiques. Moi, j'y ai fait face par l'expérience. Vous y êtes confronté. Comment on fait face à la peur ? Parce que la personne fait acte de violence. On peut les décrire, mais c'est quelqu'un qui frappe, c'est quelqu'un qui casse, c'est quelqu'un qui a explosé une vitre où j'étais derrière. C'est des violences qui sont physiques, avec de la contrainte, avec des violences psychologiques où on vous détruit psychologiquement, que vous avez l'impression d'être une sombre merde, encore une fois. Donc ça vient faire écho à ce qui a déjà eu lieu dans le passé. Et donc vous vous enfermez là-dedans et donc il faut pouvoir trouver du pouvoir. Comme pour les troubles psychiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire comment je trouve du pouvoir de faire face à ce que je vis, comment je trouve de l'aide. Les personnes qui font partie des New Ability viennent d'un contexte social, économique et d'habilités différents. Ça veut dire qu'ils sont des personnes qui ont de l'handicap ou n'ont pas de l'handicap. Et on fait différentes activités quotidiennes. Donc ça veut dire des activités d'art plutôt que de la danse, du sport. Surtout après Covid, on a eu beaucoup de personnes en plus qui se trouvent en difficulté financière, en difficulté sociale, de relations, en contexte de violence. C'est là qu'on a décidé d'ouvrir un cabinet social. Déjà, la violence en général, c'est compliqué. La violence dans l'handicap, c'est encore plus compliqué. Parce que souvent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour accueillir cette personne et pour les aider dans les besoins réels. On a une femme sourde qui avait subi des violences par son mari. Elle utilisait surtout la langue des signes parce que c'était une femme qui n'avait pas appris à parler verbalement. Là, c'est un autre problème, non ? Par exemple, dans la culture sourde, il y a beaucoup de personnes maintenant qui à l'école peuvent déjà apprendre à parler, mais elle devait aller dans une maison protégée. Mais il n'y avait personne là non plus qui pouvait communiquer avec elle. Alors là, c'est la sensibilisation à la police, la sensibilisation dans le contexte social, la sensibilisation dans les maisons des femmes de protection qui on doit aller à communiquer, à expliquer qu'est-ce que c'est l'handicap. L'accessibilité ne devrait pas être une option ou un bonus, c'est un droit fondamental. Sans elle, l'information et la protection sont impossibles. Cette considération a fait partie de la réalisation de cet épisode du podcast, qui est aussi disponible en langue des signes. Ce, en partie grâce au contact de Stéphanie. Née sourde, appareillée et implantée, elle a répondu à notre appel à témoignage. Elle a préféré poser des mots sur son vécu par écrit, que je vous lis et relaye aujourd'hui. Au début, je n'ai pas vu ses défauts. Il semblait être le mec idéal, mais au fur et à mesure, la cohabitation a été compliquée. Son appartement était sale, il ne faisait jamais à manger. Je m'énervais et lui reprochais. Il y a eu beaucoup de violence verbale. Il me disait que j'étais une moins que rien, qu'avec mon handicap, personne ne m'aimerait. J'étais déjà très complexée par ma surdité. Je pensais que je méritais pas l'amour. Plus tard, j'ai découvert être enceinte. Mais après l'accouchement, il ne m'aidait toujours pas. Les violences se sont même intensifiées. Il m'a plusieurs fois étranglée avant que j'appelle la police. Je pouvais plus laisser passer ça, aussi pour le bien de mon enfant. Dans ce dépôt de plainte, ce qui a aidé, c'est que la police est venue à domicile et a constaté les faits par eux-mêmes. Ce qui a aidé, parce qu'en fait, il a nié la totalité des faits.
On a passé entre 2016 et maintenant, donc ça fait presque 10 ans, des batailles juridiques incroyables. Il a essayé d'utiliser les troubles psychiques pour me discréditer, pour me dévaloriser. Ça a été à plusieurs reprises tenté, mais ce qui n'a pas marché, c'est que d'une part, j'ai un rétablissement très important. Je ne consomme plus depuis plus de 15 ans, même si à l'époque j'étais encore suivie par un psychiatre. C'est pas un crime que d'être suivie par un psychiatre, c'est plutôt bon en fait. Ça veut dire que vous prenez soin de vous. Mais j'ai dû maintenir un niveau de perfection qui là quand même est questionnante sur l'aspect santé mentale. C'est-à-dire que malgré tout, il y a une stigmatisation. Surtout quand on a certains types de handicap, c'est difficile que quelqu'un va m'écouter. Genre, en handicap psychique, déjà, le contexte institutionnel, le médical va déjà me voir un peu comme on ne sait pas s'il dit vraiment toujours la vérité, s'il y a des choses que peut-être il va s'inventer. Les personnes, il va infantiliser la personne, donc il va la voir aussi comme un petit cas, mais c'est comme un enfant. C'est difficile pour la personne de dire est-ce que si je parle, les autres, il va vraiment m'écouter, va vraiment croire dans ce que j'ai ressenti. C'est le contexte, c'est notre culture qui souvent il va donner majeure fragilité, majeure vulnérabilité à les personnes qui subissent des violences et en plus il a aussi un handicap. Et là c'est une vulnérabilité organisée, oui, c'est ça. J'ai toujours appris à obéir au médecin et à pas écouter ce que moi je pensais juste par rapport à mon corps. Et c'est seulement assez récemment que j'ose dire quand je suis pas d'accord avec le médecin. J'ai l'impression que le milieu médical aussi, en fait, il apprend à normaliser une forme de violence. Souvent, en fait, dans le discours médical, c'est vous nous avez fait des complications ou qu'est-ce que vous nous faites encore? Et c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, en fait, comme si j'étais à l'origine de la maladie, des complications. Ça a fait se sentir responsable et coupable. Suite aux violences, j'ai suivi une psychologue qui m'a fait comprendre que je n'étais surtout pas fautive. J'ai eu du mal à refaire confiance en l'amour et surtout en moi-même. Je m'en voulais. J'imaginais que si j'étais pas sourde, ça aurait pu être différent. Mais je sais maintenant que mon handicap n'était pas la cause des violences. C'est mon ex qui en est responsable. Je suis maintenant bien entourée avec une fille et un compagnon, un entourage qui fait en sorte de se faire comprendre, même au travail. On a eu des personnes qui ont subi des violences qui est arrivé et il a demandé de ne pas commencer comme participant, mais de venir comme bénévole, prendre le temps pour quelqu'un d'autre. Et c'était un point de départ pour changer sa vie, donc de commencer de quelque part. Parce qu'il avait peur d'être seul, il avait peur de ne pas avoir un travail, il avait peur d'être pas capable. Et c'est là que les soutiens des autres, c'est très important. Être avec les autres, c'est très important. Donc c'est un parcours. Ouais, je pense que le fait de pas se sentir le droit d'avoir accès à des choses chouettes, au bonheur ou à de l'amour ou des choses comme ça, bah ça vient aussi de l'image du handicap et après ça laisse la porte ouverte à avoir peu de considération pour soi, de se permettre de quitter par exemple une relation et de se dire bah c'est ma faute au lieu de se dire que la personne n'avait pas le droit de faire ça. Il serait magnifique si dans une relation, dans un couple, on arrive vraiment à l'égalité de rapport. Donc, moi, je suis une personne, toi, tu es une personne. Moi, j'ai un handicap ou je n'ai pas un handicap, c'est égal. Parce qu'on est deux personnes qui ont décidé d'être ensemble, de faire ensemble la vie. Donc, des fois, c'est moi que j'ai besoin de toi, des fois, c'est toi que tu as besoin de moi. C'est possible, mais on doit changer notre culture. On doit, quand aussi on se met en relation avec quelqu'un, c'est déjà difficile pour tout le monde. Dans la maladie, dans l'handicap, on doit vraiment faire attention à les limites qu'on va mettre dans les relations. Tout comme il est possible de se rétablir de troubles psychiques, il est possible de prendre du pouvoir sur ça, qu'il est aussi possible de se libérer des phénomènes d'emprise, de dire à une personne qui, je ne sais pas si elle vit cette situation, que oui, il y a des moyens de trouver de l'aide, qu'il faut, que vous pouvez, que vous êtes légitime et que vous n'avez pas à subir ces violences-là. Mais après, c'est quand même au système de donner des outils aux personnes pour pouvoir se saisir de ça, tant sur l'aspect du rétablissement en santé mentale,
autant que du rétablissement et de la libération dans le cadre de violences conjugales. Dans tous les contextes où on n'a pas une accessibilité réelle à l'information et surtout à les droits que les personnes il a. Pas seulement les personnes avec handicap, toutes les personnes. Ils ne connaissent pas les droits, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est une violence. On doit vraiment faire de la formation et de l'information à toutes les personnes qui travaillent dans les écoles, dans les États, donc dans les fonctions publiques, dans la police, dans les hôpitaux, dans tous les contextes qui va accueillir les personnes, surtout les personnes qui ont des difficultés ou des vulnérabilités. Et puis, entrer dans les écoles et parler vraiment de respect, parler vraiment de langage inclusif, parler de l'handicap. Toute la société doit changer. C'est un changement de paradigme. Et c'est encore un grand tabou qui la société il n'a pas vraiment encore cherché des solutions. C'est une violence souvent invisible, souvent cachée, mais on ne doit pas l'oublier. Donc c'est bien de former et sensibiliser aussi l'opinion publique sur cette thématique de façon de donner la voix à des personnes et surtout faire que des personnes avec handicap ils se reconnaissent peut-être dans des situations de violence et peuvent finalement demander de l'aide. Le chemin est encore long pour accompagner les personnes en situation de handicap qui vivent des violences au sein du couple. Au Tessin, New Ability œuvre pour l'inclusion et l'équité, quand en Suisse allemande, l'association Netzwerk Avanti défend les intérêts et droits des personnes sexisées en situation de handicap. Mais actuellement en Suisse, il n'existe pas d'organisme spécialisé à l'intersection du handicap et des violences domestiques. Pour plus d'informations ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un grand merci aux témoins de cet épisode. Un podcast réalisé par Sarah Gebalma pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.